Aujourd'hui, dans DNDE, on va parler d'une exoplanète très étrange. Elle a la forme d'un ballon de rugby et abrite des nuages de suie et des pluies de diamants. On parlera ensuite du mercato incroyable des entreprises spatiales américaines et de nouveaux lancements en Chine et en Corée du Sud qui inaugurent de belles innovations. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. C'est une planète très étrange que James Webb vient d'observer. En 2024, le télescope géant de la NASA a pointé son miroir vers PSRJ 2322-2650b, une exoplanète située à 750 années-lumière du Soleil. On savait déjà alors qu'elle était assez particulière. Elle gravite à très grande proximité d'un pulsar, le cadavre ultra dense d'une étoile. Elle gravite même tellement près de lui qu'elle en est déformée. Le champ gravitationnel de l'étoile à neutrons l'étire jusqu'à lui donner la forme d'un ballon de rugby. Malgré cette grande proximité, cette planète présente une opportunité unique. Le pulsar en question est invisible en infrarouge, le domaine de sensibilité de James Webb. Autrement dit, le télescope peut observer la planète à loisir sans être gêné par la lumière de son étoile. Un groupe de chercheurs ne s'est donc pas privé et ils ont publié leurs résultats mi-décembre. Ce que James Webb leur a appris, c'est que PSRJ 2322-2650b est une des planètes les plus bizarres connues. Parmi les 6000 exoplanètes déjà découvertes, il y a une belle collection d'étrangetés, mais celle-ci est clairement dans le top des bizarreries. Son atmosphère contient ainsi une quantité incroyable de carbone. Alors oui, on observe souvent du carbone dans des atmosphères de planètes ou d'exoplanètes. Il est cependant lié à d'autres molécules. De l'oxygène pour le monoxyde et le dioxyde de carbone. Ou alors de l'hydrogène avec lesquels il peut former du méthane. Dans l'atmosphère de PSRJ 2322-2650b, le carbone se lie presque exclusivement à d'autres atomes de carbone pour former du carbone moléculaire, C2 et C3. Pour former de telles molécules, il faut des conditions très spéciales. Le carbone préfère presque toujours se lier à d'autres atomes plutôt qu'à lui-même. Pour qu'il se mette à former du carbone moléculaire, il faut entre guillemets qu'il n'ait pas le choix, qu'il n'y ait littéralement que du carbone de disponible pour former des molécules. Cela nous montre ainsi une planète extrêmement appauvrie en oxygène, en azote ou en hydrogène. Elle contient de l'hélium dans sa phase gazeuse, et donc de nombreuses molécules de carbone qui doivent former une espèce de suie dans la haute atmosphère, et peut-être des diamants dans les couches internes, là où la pression est beaucoup plus forte. C'est un résultat très différent de ce à quoi l'équipe qui a fait l'observation s'attendait. Et c'est un cas unique dans toute la population d'exoplanètes connues. Du carbone moléculaire n'avait jamais été observé dans une atmosphère d'exoplanète auparavant. Il faut donc maintenant trouver une explication. Un scénario envisage que la planète est en fait une ancienne étoile. Elle serait ce qu'on appelle une veuve noire. Le pulsar l'aurait érodée, volant une partie de sa matière et soufflant le reste. Comme PSRJ 2322-2650b gravite extrêmement près du pulsar, c'est une hypothèse tangible. Cela ne nous dit cependant pas d'où vient tout ce carbone. Ici, il y a deux sources possibles. La première, c'est la métallicité naturelle de l'ancienne étoile. Toutes les étoiles récentes se forment à partir d'éléments lourds, en plus de leur hydrogène et de leur hélium. Dans ces éléments, il y a une partie de carbone. Le pulsar aurait ainsi pu éroder l'hydrogène, l'azote et l'oxygène, tout en laissant l'hélium et le carbone en place. On se serait ainsi retrouvé avec un corps beaucoup plus petit et beaucoup plus riche en carbone. Alternativement, avant de devenir une veuve noire, l'ancienne étoile aurait déjà pu être en fin de vie. En quittant la séquence principale, elle aurait commencé à produire du carbone par fusion, avant de finalement se faire réduire à l'état de planète par son compagnon. Ce scénario reste cependant moins probable, car il faut un timing très serré pour qu'il se produise. PSRJ 2322-2650b présente ainsi un mystère encore presque complet.
Qu'est-ce qui a pu amener du carbone moléculaire dans une atmosphère aussi chaude? La bonne nouvelle, c'est que la planète est facile à observer, et James Webb pourra donc peut-être lui offrir une nouvelle passe d'observation. Le successeur de James Webb arrivera probablement dans les années 2040, et pour le lancer, les options ne vont pas manquer. Les entreprises qui développent des fusées poussent comme des champignons, et il vient un moment où elles doivent se battre pour attirer les meilleurs talents. La semaine dernière, c'est Blue Origin qui a réalisé un véritable coup d'éclat en recrutant Tory Bruno, l'ex-patron d'ULA. Lundi dernier, le dirigeant de la joint venture entre Lockheed Martin et Boeing a annoncé sa démission à la surprise générale. Cela faisait 11 ans qu'il était à la tête de l'entreprise. Il avait notamment supervisé l'entrée en service de la Vulcan, le nouveau lanceur d'ULA. C'est d'ailleurs lui qui avait décidé d'avoir recours à des moteurs produits par Blue Origin. L'annonce a d'abord fait beaucoup de bruit et les questions ont fusé. Pourquoi une démission si brutale? La réponse est venue quelques jours après, quand Blue Origin a annoncé le recrutement du monsieur. Dans sa nouvelle maison, Tory Bruno sera en charge des questions de défense et de sécurité nationale. Blue Origin est un peu à la traîne sur le sujet. L'entreprise a obtenu peu de contrats de la part des armées, et ces derniers sont cruciaux pour se financer à long terme. Il y a quelque temps, une rumeur avait circulé comme quoi Blue Origin serait intéressé pour racheter ULA. L'entreprise historique possède en effet un carnet de commandes bien rempli de ces fameux contrats de défense. Cela aurait permis à Blue Origin de les acquérir pour forcer une relation avec le Pentagone. Recruter le président d'ULA et le mettre à la tête de la division sécurité nationale est une alternative probablement tout aussi efficace et certainement bien moins chère. Tory Bruno est un vétéran de l'industrie et a passé 30 ans chez Lockheed Martin à superviser des projets d'armement. Il pourra donc mettre son carnet d'adresses à profit pour faciliter les entrées de Blue Origin. Même sans ce recrutement, la New Glenn devrait apparaître de plus en plus intéressante pour les armées américaines. Considérablement plus grande qu'une Falcon 9 et dotée d'un étage supérieur à l'hydrogène, elle permet d'envisager des charges utiles plus lourdes sur des orbites plus élevées. Je ne serais donc pas étonné de voir Blue Origin obtenir des contrats de la part de la Space Force dans les mois ou les années qui viennent. La course aux fusées continue également en Asie, avec des innovations de plus en plus audacieuses, mais un succès mitigé. En Chine, la SAST a mené le premier vol de la Longue Marche 12A, une fusée réutilisable de moyenne capacité. La mission s'est bien déroulée avec un simulateur de masse qui a pu être placé en orbite. Le premier étage devait être récupéré, mais cette partie du vol a été plus compliquée. Le burn de rentrée atmosphérique semble avoir réussi, même si la fusée semble peut-être avoir eu un peu trop chaud. Le contrôle a ensuite été perdu et l'étage s'est écrasé à 5 km de sa cible. Peut-être un manque de contrôle ou peut-être une volonté d'épargner les infrastructures de récupération. Faire atterrir un premier étage orbital reste très difficile. Blue Origin, Landspace et maintenant la SAST ont toutes raté leur première tentative. On n'a pas fini de voir arriver des lanceurs chinois réutilisables. Comme on en discutait dans le dernier dossier spécial membre, il va y avoir bien d'autres tentatives, notamment de la part du New Space. On peut donc aisément parier qu'un de ces acteurs finira par réussir une récupération à la première tentative ou lors des suivantes. En Corée du Sud, InnoSpace s'est attelé à un exercice différent mais qui devient de plus en plus populaire, tenter de faire voler une fusée orbitale hybride. Dans le monde des fusées, un moteur hybride fait appel à un ergol solide et à un ergol liquide. Cela permet de concevoir des moteurs très simples, donc théoriquement pas chers. Seulement, c'est un mode de propulsion qui reste jusqu'ici moins efficace et qui n'a jamais réussi à déboucher sur une architecture orbitale. Partout autour du monde, des entreprises s'attellent à résoudre ce problème. On a déjà vu une tentative de lancement de Gilmour Space Technologies en Australie, qui s'est soldée par un échec. Les Allemands de High Impulse ont fait un vol suborbital, qui s'est bien déroulé, et les Français d'Hyperspace devraient tenter de faire de même en 2026. Pour les Coréens d'InnoSpace, les essais ont commencé dès 2023 avec la fusée suborbitale NBTLV. Celle-ci a mené un vol de 4 minutes et demie avec une phase propulsive de 106 secondes. Je n'ai pas réussi à trouver l'altitude atteinte par le véhicule, et je ne suis pas sûr que cette information soit publique. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à la partager en commentaire, ça m'intéresse. Bref, la semaine dernière, InnoSpace était de retour sur un pas de tir au Brésil pour tenter une mission orbitale. Leur fusée est parvenue à s'élever, les premières dizaines de secondes du vol semblaient bien parties. Une anomalie a ensuite été annoncée et le direct a été interrompu. La fusée s'est écrasée environ 1 minute après son décollage. Rater un premier vol, surtout avec une nouvelle technologie de propulsion, n'a rien d'étonnant.
Innospace va tenter de revenir à la charge en 2026. Ce vol marque cependant un autre développement intéressant, la montée en puissance du centre spatial d'Alcantara au Brésil. Il s'agit de sa première tentative de lancement orbital. Alcantara peut être vu comme un rival potentiel de Kourou. Les deux spatioports sont situés de part et d'autre de la frontière franco-brésilienne, à environ 1000 km l'un de l'autre. Comme Kourou, Alcantara bénéficie d'une position parfaite pour les lancements équatoriaux. Seules des fusées sondes avaient pour le moment été tirées, mais Innospace a inauguré une nouvelle ère, qui pourrait voir des entreprises du monde entier s'intéresser à ce nouveau site. Avec des investissements appropriés, Alcantara pourrait séduire de nombreux acteurs du New Space qui souhaiteraient accéder à un site de lancement équatorial, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de négocier avec le CNES pour Kourou. C'est le cas de nombreux acteurs hors Europe. Le Brésil pourrait lui-même un jour développer un lanceur orbital par son agence gouvernementale ou une entreprise privée. Il trouverait sur ce pas de tir un avantage concurrentiel qu'il est difficile de reproduire. Et nous voici au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Comme d'habitude, je vous invite à regarder la description pour retrouver les sources de la vidéo. Vous pouvez également partager vos remarques et commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin d'année, il n'y aura pas de dossier de l'espace cette semaine. On se retrouve à partir du 6 janvier avec le programme habituel, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.